Bonsoir. Peul, Mbororo et Pygmée étaient récemment en première ligne à la faveur de la Journée internationale des peuples autochtones. Une occasion qui a donné lieu à une série d'activités, dont un atelier de consolidation d'un plan de développement conduit par le comité de suivi des projets et programmes impliquant les populations autochtones. Et contexte pandémique oblige, le coronavirus s'est invité au débat. La célébration de la journée dédiée aux peuples autochtones a donc épousé l'ère du temps. On a donc dit Covid-19 et résilience des populations autochtones, thème arrêté par les autorités pour interpeller la communauté nationale sur la situation sociale et économique des Pygmées et des Peul Mbororo. À la manœuvre, le ministère des Affaires sociales qui, si j'ose dire, n'a pas que cela à faire, engagé qu'il est sur d'autres chantiers tout aussi importants. La gestion des enfants de la rue et la jeune délinquance, les victimes de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, la protection des personnes handicapées et d'une manière générale, la mise en œuvre de la solidarité nationale. Invité d'actualité hebdo ce dimanche, Madame Pauline Irène Guéné, le ministre des Affaires sociales. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ibrahim Chérif. Alors, les peuples autochtones, après le 9 août, journée qui leur est consacrée, ils retournent comme cela dans leur anonymat? Alors oui, le 9 août 2020 dernier, nous avons célébré la 26e édition de la Journée internationale des populations autochtones. C'est véritablement dans ce contexte-là qu'on parle des peuples autochtones. Parce que souvent, dans l'opinion publique, on a tendance à parler d'autochtones, des peuples qui sont originaires d'un certain territoire. Mais ici, là, il s'agit des peuples autochtones au sens du droit international. C'est important de le préciser, parce que ici, les Nations Unies et l'Union africaine ont défini certains critères. Et ces critères sont lesquels? Ce sont des peuples qui sont légèrement en décalage par rapport à la modernité. Ce sont des peuples qui vivent des ressources naturelles de leur territoire. On a souvent dit pour les peuples de la forêt qu'ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Ce sont des peuples qui ont un lien spirituel avec leur territoire. Donc voilà un peu les critères qui ont été définis par les Nations Unies et l'Union africaine. Au Cameroun, il y a deux grands groupes. On a les peuples Mbororo, on a les peuples de la forêt, dits peuples pygmées. Pygmées, d'une manière générale. De manière générale. Donc nous avons les Baka, qui sont dans la région de l'Est et le Sud. Nous avons les Bakola et les Baguélés, qui sont dans le département de l'Océan et dans le département du Nyon-Ekele. Et nous avons les Bézan, qui sont dans le département de Mbamekim, c'est-à-dire dans la zone de Ngambé-Kitika. Donc voilà un peu qui sont concernés au Cameroun. Ce sont les peuples autochtones. Qu'est-ce qu'on fait pour ces peuples-là, justement? Alors beaucoup est fait par les pouvoirs publics. Je pense à mon avis que les lignes bougent. Il y a déjà à notre niveau au ministère des Affaires sociales, dans pratiquement tous les secteurs d'activité, nous impliquons les peuples autochtones, en liaison avec nos partenaires au développement. Déjà, lors de la dernière édition, nous avons mis sur la table le plan national de développement de peuples autochtones. Parce que lors des éditions passées, nous essayons, autant que faire se peut, de coordonner toutes les actions qui sont menées par les différents acteurs. Mais aujourd'hui, nous voulons aller au-delà, c'est-à-dire véritablement avoir une boussole d'action qui nous permette d'aller de manière ordonnée. Et ceci nous a permis d'examiner toutes les actions qui peuvent permettre aux populations autochtones de progresser un tout petit peu vers le développement. Il ne s'agit pas d'éradiquer complètement leur culture qui, pour nous, constitue une véritable richesse. Parce que ce qu'on dit justement, c'est que toutes ces célébrations concourent justement à les sortir de leur milieu naturel. Est-ce que c'est pas contre-productif, justement? Que non. Ça ne se fait pas par force. Il est question tout simplement, tout en gardant la richesse de ces peuples, parce que nous pensons que leur culture est une richesse. On a souvent parlé de pharmacopée et autres. Nous voulons aussi leur permettre d'avoir les mêmes chances d'accès, d'épanouissement et de bien-être que le reste de la communauté, à pouvoir émerger, parce qu'ils ont des droits que nous devons respecter. Madame le ministre, quand un Mbororo ou un Pygmée, quand
une de ces personnes-là vient à votre bureau, par exemple, oui. Qu'est-ce qu'elle vous pose comme problème, concrètement? Vous avez parlé de Mbororo. Très souvent, ils posent les problèmes de leur terre. Parce que vous savez que les peuples Mbororo ont souvent été nomades. Et donc on n'a pas l'impression qu'ils sont stables. Alors quand ils posent un problème foncier, on a souvent tendance à regarder ça de près. Ils ont souvent ce genre de problème, mais de plus en plus, il y a quand même une certaine élite qui émerge, qui veut faire partie de la société. On a vu des policiers, on a vu ceux qui entrent à l'ENAM. C'est une petite élite qui commence à émerger. Il y a cette éclosion-là. Et c'est pour cela que j'ai dit que nous bougeons un tout petit peu. Les lignes commencent à bouger. Les lignes commencent à bouger. Et c'est un processus. Et nous pensons que nous sommes en bonne voie. Et il faut tout simplement que nous persévérions. En toutes les façons, nous sommes à la tâche. Nous entendons poursuivre cette mission pour que les peuples autochtones puissent également avoir les mêmes chances d'épanouissement que le reste de la communauté. Madame Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, merci de vous prêter ainsi à cet exercice et de répondre à nos questions ainsi qu'à celles des internautes tout à l'heure. Actualité Hebdo, c'est aussi la semaine telle que vécue par nos chroniqueurs, semaine sociale et semaine politique déroulée par Séverin Alégambélé et Rodrigue Bertrand Tuenou. Luc Bienvenu Onana va faire le point sur les chantiers prioritaires du ministère des Affaires sociales. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et actualité. Hebdo, la suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le ministre des Affaires sociales. A tout de suite. Madame le ministre, avec la pandémie du coronavirus, on est encore, si j'ose dire, en pleine célébration de la journée consacrée aux peuples autochtones. Est-ce qu'il y a une action spécifique qui a été menée en direction de ces peuples, de ces populations-là, justement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie? Absolument. Vous savez, comme c'est une maladie qui a affecté le monde entier, le Cameroun n'en est pas épargné. Il a fallu mettre en place un plan de riposte pour toutes les populations, et particulièrement pour les populations socialement vulnérables dont nous sommes concernés. Il était question pour nous de mettre en place un plan de riposte pour voir comment ces populations qui sont en situation de vulnérabilité, dans une situation de pauvreté, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aggraver davantage leur situation? Alors, nous avons élaboré un plan d'action opérationnel qui consistait en quoi? Qui consistait à mettre en place un comité de sensibilisation de ces populations pour leur dire déjà intensifier. Que la maladie existe? Oui, intensifier et amplifier les mesures édictées par le gouvernement. Au niveau de nos unités techniques opérationnelles, on a voulu que les services d'action sociale qui sont placés auprès des populations autochtones puissent sensibiliser ces populations à travers des messages radiophoniques. Est-ce qu'il y a vos collaborateurs qui sont allés à la rencontre de ces populations-là? Depuis le 1er avril, nous avons sillonné près de 100 communes pour pouvoir aller rencontrer les populations autochtones, leur parler en leur langue, puisqu'il y a plusieurs messages radiophoniques qui ont été traduits en langue locale, pour leur dire déjà c'est quoi la pandémie et qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé de cette pandémie. Et c'est un long processus, j'avoue, puisque comme je vous dis, ça fait quand même déjà quelques mois que ça se fait. Et nous avons même essayé d'élaborer le matériel qui est mis à leur disposition avec des dessins pour leur montrer comment il faut tousser. Il est vrai que c'est difficile parce que vous savez, c'est des populations qui vivent déjà dans un état de promiscuité, on peut le dire. Et puis un peu à la marge un peu de la société. Oui, à marge de la société, mais qu'à cela ne tienne, puisque nous considérons que ce sont des Camerounais comme tous les autres Camerounais. Donc il faut aller les sensibiliser tout aussi, même si peut-être les effets escomptés ne seront pas ce que nous attendons concrètement, mais il faut le faire. Donc oui, depuis le 1er avril, les travailleurs sociaux ont sillonné. Quels sont les retours que vous recevez? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour ces populations-là, dans le cadre de la lutte contre les informations qui nous parviennent font état de ce que
en tout cas pour les peuples de la forêt, on n'a encore eu aucun cas de Covid. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr qu'on se dit que la pharmacopée joue son rôle, certainement, parce que même pour tout le reste de la population, on a l'impression que la pharmacopée a un rôle à jouer. Et maintenant, ces personnes-là qui vivent et qui se soignent à travers cette pharmacopée, nous pensons que c'est le résultat de ça, puisqu'on n'a pas encore identifié un seul cas de Covid. Par contre, dans la communauté Mbororo, on nous a parlé d'un cas de Covid. Donc, de manière générale, on peut dire qu'il n'y a pas véritablement lieu de s'inquiéter, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'intensifier cette sensibilisation. Absolument. Pour que ces populations comprennent bien qu'il y a des choses à faire pour se protéger de la pandémie. Madame le ministre, d'une manière générale, que fait le gouvernement pour soutenir les peuples autochtones, donc les Mbororo et les Pygmées? Tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais d'un comité qui a dû tenir un atelier, etc. Il y a des actions qui sont menées spécifiquement en faveur de ces populations-là. Alors, oui, tout à l'heure, quand je vous disais, vous allez avoir une certaine élite. Vous allez voir que lorsqu'il y a des concours qui sont lancés, nous faisons le plaidoyer auprès de ces institutions, à l'école de police, à l'ENAM, pour qu'on puisse quand même retenir. Qu'on tienne compte de leur présence. Qu'on tienne compte de leur présence. Surtout dans la communauté Bororo, vous allez voir qu'il y a une certaine élite qui commence à émerger. Donc oui, au niveau du ministère des Affaires sociales, ne fût-ce que pour ce qui est de l'éducation, puisqu'ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit à la santé, et il faut faire respecter leurs droits. Et c'est pour ça qu'il y a un plaidoyer qui est mené auprès de certaines administrations pour leur permettre quand même de bouger un tout petit peu. Et nous pensons que c'est un long processus, mais nous ne baissons pas le bras. Vous avez l'impression qu'au niveau des administrations partenaires, si j'ose dire, on vous écoute, on vous entend? Oui, ce d'autant plus que nous voyons les résultats. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez dans la police, vous allez rencontrer les populations autochtones. Vous allez à l'école nationale d'administration et de magistrature, vous allez rencontrer quelques candidats, élèves issus des populations autochtones. Tout à fait. Et c'est pour ça déjà que nous souhaitons que ces populations elles-mêmes prennent déjà leur destin en main. Et nous avons le rôle de sensibilisation pour qu'elles comprennent ce qu'elles ont à faire pour intégrer la société, pour qu'elles puissent bénéficier de tous leurs droits. Parce que tant que ces populations elles-mêmes n'ont pas pris leur destin en main, ça prendra encore un peu plus de temps. C'est pour ça que notre sensibilisation, notre rôle, c'est de pouvoir leur faire comprendre c'est quoi le bien fondé d'être dans la société et être partie prenante de tous les fruits du développement de notre société. Madame le ministre, je vous propose, avant de continuer notre entretien, que nous suivions cette incursion de notre reporter Luc Bienvenu-Onana sur les chantiers prioritaires du ministère des Affaires sociales. C'est un sujet donc signé Luc Bienvenu-Onana. Depuis 2017, le ministère des Affaires sociales ne cesse de ménager sa monture sur laquelle est bâtie une action. La construction d'une société inclusive, celle qui offre les mêmes chances d'épanouissement à tous les citoyens. C'est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont entrepris un vaste programme de modernisation des centres de rééducation des enfants inadaptés sociaux, ceux en conflit avec la loi ainsi que les enfants abandonnés. L'institution camerounaise de l'enfance de Betamba, dans l'Ombamekim, région du centre, en constitue le projet pilote. Un espace de référence en Afrique au sud du Sahara qui accueille depuis bientôt 4 mois une quarantaine d'enfants de la rue de Yaoundé dans le cadre du projet consistant à travailler pour leur réintégration au sein de leurs familles respectives après avoir appris un métier. Ma grand-mère était morte, ma mère m'avait abandonné à l'âge de 2 ans. Quand ma grand-mère est morte, je n'avais plus personne qui pouvait me pousser à l'école. Je me suis alors retrouvé dans la rue. Je me sens à l'aise ici, là, par la violence de la rue, les bastonnades. Je veux être un policier pour défendre mon pays.
Les autres chantiers du ministère des Affaires sociales, c'est de transformer le service social en un instrument de développement social et durable, de protéger des personnes âgées et de promouvoir la solidarité nationale qui devrait parler en faveur, par exemple, des peuples autochtones au centre des travaux de la dernière session du comité interministériel de suivi des projets et programmes en leur faveur. L'espoir est là, l'action se poursuit. Le ministère des Affaires sociales travaille sans relâche pour une inclusion sociale totale au Cameroun. Madame le ministre, un mot encore sur les populations autochtones. Alors, la journée mondiale a eu lieu, a été célébrée, on l'a vu. Après la journée mondiale, on fait quoi? Je vous ai parlé du plan national de développement des peuples autochtones. C'est des actions tout au long de l'année que nous allons mener. Donc nous ne dormons pas, nous ne fermons pas les pages. Et tout au long de l'année, nous avons des actions dans tous les secteurs d'activité. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous allons faire le plaidoyer vers d'autres administrations pour réaliser tout ce que nous avons mis dans le cadre de ce plan d'action. Comment faire pour que les droits de ces populations soient respectés en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de formation professionnelle. Donc c'est autant de chantiers qui vont nous guider tout au long de l'année. Et ce plan national de développement des peuples autochtones est une boussole en quelque sorte qui devrait nous guider. Alors, on vous a également vu très active au-delà des peuples autochtones ces derniers temps avec les enfants de la rue, notamment ici à Yaoundé, il y a quelques mois. C'était quoi? C'était juste de l'affichage ou alors il y a vraiment un travail de fond qui est en train d'être fait au niveau de ce problème-là de la société? Il faut déjà dire que le phénomène des enfants de la rue est un phénomène mondial qui affecte tous les pays dans le monde. Le Cameroun n'en est pas épargné. Et entre 2008 et 2014, on a pu identifier 1 millier d'enfants de la rue. Ce qui se passait, c'est qu'on les ramenait en famille et très souvent, on perdait un peu le suivi de ces enfants. Nous avons voulu aller plus loin. Aller plus loin comment? C'est-à-dire pouvoir resocialiser, pouvoir procéder à l'insertion socio-professionnelle de ces enfants, pouvoir les accompagner à formuler un projet de vie. Donc ce qui s'est passé dernièrement, il est vrai, il y en a qui ont pensé que c'était le Covid-19 qui nous a amenés. Non, nous avions déjà des actions quotidiennes vis-à-vis de ces enfants, mais nous, avec le Covid, bien sûr, ça peut être... une coïncidence. Oui, et puis ça a peut-être aussi intensifié notre action de vouloir les extraire de la rue. Nous avons enrôlé près de 162 enfants de la rue du centre-ville de Yaoundé. Ça, il faut bien le dire, parce que c'était un projet pilote que nous comptons étendre dans les autres chefs-lieux de région. Et déjà dans la cité capitale, ici, c'était véritablement au centre commercial. Nous avons pu extraire 162 enfants. Et qu'est-ce que nous avons fait? Dans un premier temps, on s'est dit... Nous avons 3 mois pour les stabiliser, parce qu'il faut dire que ces enfants qui sont dans la rue sont exposés à toutes sortes de fléaux. C'est la consommation des stupéfiants. C'est-à-dire que la nouveauté dans cette affaire, c'est que vous les sortez de la rue, pas pour les ramener directement en famille. Tout à fait. Il y a une étape. Il y avait une étape de stabilisation. Parce que comme je vous disais, il y en a qui étaient déjà dans la drogue, il y en a qui sont dans la prostitution. Vous connaissez tous les fléaux auxquels ces enfants pourraient être exposés. Donc nous les avons extraits de la rue, nous les avons mis dans nos centres sociaux et avec les travailleurs sociaux qui ont reçu une formation supplémentaire pour les suivre. C'est pour ça que nous avons appelé ce projet un projet d'observation et de suivi des enfants de la rue. Tous les jours, pendant 3 mois, ces enfants réalisaient avec les travailleurs sociaux des activités ludiques, sportives et d'éveil. Et il y avait des causeries éducatives pour essayer d'identifier pour chaque enfant c'est quoi son profil, pour essayer de formuler un projet de vie pour ces enfants. Et nous avons gardé principalement les enfants jusqu'à 18 ans au sens du droit, parce que nous estimons que c'est ça un enfant. Ceux qui étaient au-delà de 18 ans, disons qu'on ne les a pas fait rentrer dans la rue, mais on a privilégié les enfants qui allaient jusqu'à 18 ans.
Et après donc cette stabilisation, et bien sûr avec nos partenaires sociaux, avec le ministère de la Santé, puisqu'on parle de Covid, parce qu'il fallait aussi s'assurer que ces enfants ne sont pas infectés, ne sont pas malades. Donc ils étaient suivis. Il y a une ONG Espoir qui utilise beaucoup de médecins qui étaient avec nous. Il y avait la DGSN, c'était véritablement toute une organisation pour qu'on s'assure que non seulement ces enfants sont protégés, qu'ils ne sont pas malades, mais qu'on puisse les suivre. Au bout de 3 mois, on a pu identifier le profil de chacun. Ceux qui sont retournés à famille sont également suivis par les responsables de nos centres sociaux. Et j'ai amené presque une quarantaine d'enfants à l'institution camerounaise de l'enfance, à Bétamba, qui est notre structure emblématique. Mais là-bas, nous pensons que c'est un cadre idéal pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Et évidemment, là-bas, ils auront des formations professionnelles. Et c'est donc là où intervient le processus d'insertion socio-économique de ces enfants-là. Donc il y en a qui sont retournés en famille, il y en a qui sont au centre de rééducation de Bétamba, parce que c'était véritablement ça notre objectif. On voudrait donner goût à la vie. Et quelques mois après, quelle est l'évaluation que vous faites de cette opération-là? Vous avez l'impression que ça a pris, ça a adhéré véritablement? C'est vrai que quand vous avez réalisé quelque chose, vous attendez un retour des autres membres de la société, mais je pense que c'est une opération qui a connu un succès. Nous sommes relativement satisfaits parce que sur les 162 enfants, ceux qui sont partis par exemple à Bétamba affichaient un enthousiasme assez particulier parce que très souvent ces enfants, quand on les prenait, ils avaient tendance à repartir dans la rue. Il y en a qui, quand ils rentraient chez eux, retournaient dans la rue parce qu'il y a d'autres copains qui sont restés dans la rue. Mais nous avons vraiment voulu les suivre, ceux qui rentraient en famille, parce qu'on a essayé d'identifier véritablement qui sont les parents. Parce que d'emblée, ils ne vous donnent pas toujours les bonnes informations. Donc avec les responsables des centres sociaux, on a pu identifier les parents, dont les retourner en famille. Et nous avions procédé à la sensibilisation des parents pour leur faire part de leur responsabilité pénale. Parce que les enfants qui ont moins de 10 ans, les parents doivent comprendre que la responsabilité pénale leur incombe. Donc il y a aussi ça, vous allez être surpris, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Il y a beaucoup d'irresponsabilité parentale. Bien sûr, imaginez-vous les parents qui sortent le matin, ils ne savent pas si ces enfants sont allés à l'école, s'ils ont mangé, s'ils ont fait leurs devoirs la veille. Et peut-être que les parents rentrent très tard. Est-ce que ces enfants sont même rentrés? Il y a une très forte responsabilité. Alors, il y a les enfants de Yaoundé. Oui. Il y en a d'autres ailleurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, comme je parlais d'opération pilote, c'est une opération pilote et il fallait évaluer. Au-delà du simple exercice de bilan, il faudrait qu'on aille loin pour voir qu'est-ce qu'on fait pour que ces enfants puissent retourner dans la communauté et s'insérer dans la société pour devenir des Camerounais responsables demain. Donc c'était ça véritablement la valeur ajoutée de l'opération que nous avons menée cette fois-ci pour que ces enfants puissent trouver leur chemin, pour qu'on puisse les mettre sur le chemin de la vie. Et je pense que le processus est en train de monter. Aujourd'hui donc, nous allons étendre cette opération sur d'autres sites de la cité capitale et nous envisageons également d'aller dans tous les chefs-lieux des régions de notre pays. Et les pouvoirs publics ont mis à notre disposition, dans le cadre de la gestion du Covid, des moyens et nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir faire le tour. L'objectif étant d'avoir un programme pour le suivi des enfants de la rue, parce qu'il faut bien comprendre que nous avons pu extraire 162. Mais comme je disais, c'est un phénomène au vu des fléaux sociaux aujourd'hui qui se complexifie davantage au fur et à mesure qu'on les extrait de la rue. Et il y en a d'autres qui reviennent. Il y en a qui viennent des autres régions, principalement du Septentrion, qui viennent à l'avenue Kennedy, c'est leur lieu de résidence. Il faut faire quelque chose. Donc nous voulons vraiment faire un programme où nous allons que ça devienne continu,
qu'au fur et à mesure que les enfants sont dans la rue, qu'on puisse les extraire, qu'on les amène pour les stabiliser, qu'on puisse formuler un projet de vie avec eux et puis qu'on puisse les insérer dans la société pour qu'ils deviennent aussi des Camerounais à part entière. Madame le ministre, à propos justement de l'institution de l'enfance de Betamba, qui a accueilli quelques-uns de ces enfants de la rue, c'est une institution qui, il y a un certain nombre d'années, avait une réputation de quasiment prison, entre guillemets, pour enfants. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Bien sûr, le Cameroun n'a pas les prisons pour enfants. Ce n'est pas vraiment une prison, c'est des centres de rééducation. C'est vrai que c'était dans l'opinion, parce qu'on avait l'impression que les enfants étaient séquestrés, que non. C'est un centre de rééducation parce que là-dedans, comme je parlais de formation professionnelle, il y a des ateliers pour la menuiserie, la mécanique auto, la peinture. On va rentrer dans l'agriculture parce que les enfants, le centre est installé sur 49 hectares. C'est un cadre idéal pour les enfants. Est-ce que vous avez l'impression que ces enfants-là, partis de Yaoundé, la grande ville, etc., acceptent vraiment de gaieté de cœur comme ça, de se retrouver, bon, ce n'est pas pour médire de Betamba, mais en pleine forêt comme cela? Je pense qu'il faut créer le cadre. Il faut créer une certaine émulation. C'est vrai que quand vous avez des enfants qui étaient exposés à la drogue, de là à ce qu'ils adhèrent facilement à un projet de vie, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que c'est un processus. Il faut vraiment créer un lien avec ces enfants, qu'ils sentent qu'ils sont bien entourés, que les encadreurs s'occupent véritablement d'eux. Parce que très souvent, comme je parlais de la responsabilité parentale, on a l'impression que c'est des enfants abandonnés. Mais s'ils sentent que les encadreurs les prennent véritablement en charge, s'ils se sentent sécurisés, oui, je pense qu'ils y resteraient. S'ils sentent qu'ils apprennent, parce que la dernière fois, il y a eu des interrogations, et il y en a qui disent moi je veux être chauffeur, moi je veux apprendre l'électricité pour travailler à la Sonnelle. Vous commencez à voir qu'il y a de l'espoir dans l'air pour ces enfants. Donc ce n'est pas aussi facile qu'on peut le dire. C'est un processus, mais il faut des gens engagés. Il faut que nous soyons engagés. Et quels sont les rapports que vous avez avec les organisations, notamment les ONG, qui ont pignon sur rue ici chez nous et qui s'occupent très souvent de ces enfants de la rue-là? Au niveau du ministère des Affaires sociales, vous les considérez comme quoi? C'est des partenaires, c'est des concurrents? Certainement pas des concurrents. Nous pensons que chaque acteur a un rôle à jouer. Ce qu'on pourrait dire quand même pour les ONG, c'est d'avoir une action continue, parce qu'on a parfois l'impression qu'au niveau des ONG, on se limite à des dons. Alors que c'est un processus. Ces enfants, c'est vrai, on a besoin qu'ils soient nourris, qu'ils soient soignés, qu'ils soient protégés à toute forme de risque. Mais au-delà de tout cela, il faudrait les suivre, s'assurer qu'ils ont fait le bon choix dans la formulation de leur projet de vie. Donc, je pense que les ONG doivent aller au-delà de la remise des dons. Pour travailler, pour que nous puissions travailler en rang serré pour avoir des bons résultats. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que les ONG font plus de communication que véritablement de travail de fond sur le terrain? Je dirais peut-être pas toutes les ONG. Oui, je ne dirais pas jusqu'à généraliser cela, non. Mais je pense qu'il y a plus de travail à faire. On ne peut pas juste se limiter parce que très souvent, les ONG ont des parrains en Occident. Tant qu'il y a la vulnérabilité, c'est bon pour les ONG. Je dis qu'il faudrait, en tant que Camerounais, aller au-delà de ce business, s'il faut le dire ainsi. Parce que ce n'est pas un business. Absolument. Et ces enfants, c'est nos enfants. Ça peut arriver à tout Camerounais. Donc oui, c'est peut-être un métier, mais il faudrait qu'on ait à cœur de pouvoir amener ces enfants vers le bon chemin. Et la responsabilité des familles, comment on fait pour exiger aux familles de prendre leurs responsabilités? C'est une mission transversale.
Parce que oui, quand on parle d'enfants de la rue, on a l'impression que c'est juste le ministère des Affaires sociales. Des Affaires sociales. Que non. C'est une mission transversale qui concerne non seulement les familles qui ont une très grande responsabilité, mais il y a également le ministère de la formation professionnelle, puisque nous parlons d'insertion socio-économique de ces enfants. Et il y a d'autres administrations également qui sont concernées. Il y a ces alliés, mais il y a déjà que pour les autres administrations également qui sont concernées. Il y a ces alliés, mais il y a déjà que pour les enfants qui malheureusement se retrouvent en prison, on a les services d'action sociale qui sont parfois obligés de négocier parce que ces enfants qui sont dans la rue, parfois quand ils ont commis des fautes ou ils ont agressé des personnes, ils ont volé, ils peuvent se retrouver. Donc il y a les services d'action sociale qui sont là pour négocier pour que ces enfants n'aillent pas. Donc vous voyez, il y a également au niveau du ministère de la Justice avec qui nous travaillons en étroite collaboration et ça se passe plutôt bien parce que tout est mis en œuvre pour que ces enfants-là ne se retrouvent pas dans les prisons normales parce que ce n'est pas leur place. Madame la ministre, une deuxième halte dans cette émission. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour parler encore du ministère des Affaires sociales et des chantiers qui sont les vôtres sur le terrain. Nous parlerons par exemple de votre action dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans le cadre également de la prise en charge des personnes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest. Mais en attendant, voici la semaine politique de Actualité Hebdo, avec en bonne place le drame de Mouyouka perpétré par des séparatistes. Voici la semaine politique de Séverin Alégambélé. La session du Conseil supérieur de la magistrature, tenue cette semaine au Palais de l'Unité, a retenu l'attention des observateurs de la scène politique nationale, à plus d'un titre. L'instance, présidée personnellement par le chef de l'État, a accueilli les membres titulaires et suppléants, ainsi que le secrétaire nommé par décret de juin dernier. Bien plus, il s'est agi de la carrière des magistrats, de l'appareil judiciaire tout court. Le magistrat est assermenté. Le magistrat a prêté serment. C'est son métier. Donc, ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des états d'âme du magistrat. La tenue de la session du Conseil supérieur de la magistrature ne fait pas oublier les actes pris par le président Paul Biya, nommant 2 chefs des missions diplomatiques. Paulin Godfrey de Relique Yanga est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume d'Espagne, tandis que Churchill Ewumbe Monono va officier comme tel auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. 2 chefs des missions pour défendre l'image de marque et promouvoir le rayonnement diplomatique du Cameroun. Au plan de la coordination des activités gouvernementales, on retient que cette semaine, la traditionnelle réunion d'évaluation de la riposte contre le Covid-19 a eu lieu par visioconférence sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. On s'est penché évidemment sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Cameroun, en mettant un accent sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le protocole de soins administrés aux malades. Des préoccupations qui rejoignent celles soulevées par l'assassinat d'une jeune dame à Mouyouka dans la région du Sud-Ouest. Un fait d'actualité qui a suscité la vive réaction du gouvernement. En effet, par un communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le gouvernement interpelle ceux qui, à l'étranger, n'ont de cesse de soutenir les rebelles sécessionnistes et d'encourager la perpétuation des atrocités innommables sur les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Réaction d'indignation également de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, ainsi que des chancelleries occidentales, à l'exemple de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. À tout prendre, cet assassinat effroyable et bien d'autres par le passé rendent difficile le travail que doivent effectuer les centres DDR dans les 2 régions. Dans le quotidien des démembrements de l'État, il faut souligner que le gouvernement a pris des mesures fortes allant dans le sens de l'apaisement pour faire taire les passions autour des litiges fonciers dans la vallée du Nthème et l'Onkam. La commune d'arrondissement de Yaoundé 6e, quant à elle, a agité une fois encore le spectre de la grève lié au retard de paiement des salaires des personnels. Toute chose qui porte un sacré coup au fonctionnement de cette collectivité territoriale décentralisée. Madame le ministre,
On parle du Covid-19. Tout le gouvernement a été engagé. Le Premier ministre, hebdomadairement, tient donc cette sorte de réunion d'évaluation. Quelle est la part du ministère des Affaires sociales? Le département a entrepris plusieurs actions dans le cadre de la riposte sociale contre la pandémie. Alors, ces actions s'articulent autour de 4 axes. D'abord, il a été question de l'amplification et de l'internalisation des hautes directives étatiques en matière d'alerte, de vigilance et de prévention à travers la signature respectivement de 2 lettres circulaires que nous avons prises à la suite de l'annonce des mesures édictées par le gouvernement. Et nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons signé une lettre ouverte à la communauté. On s'est permis de le faire en général et aux parents en particulier, surtout pour la protection des enfants face à la menace du Covid. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, lorsque les écoles ont été fermées, les enfants devaient être à l'abri à la maison. On s'est rendu compte que les enfants arpentaient les rues de la capitale, faisant le petit commerce. Ils étaient partout. Ils étaient partout. Et on s'est dit, mais pendant que nous voulons protéger ces enfants, ils sont en train de faire le commerce. On s'est permis de faire donc cette lettre ouverte à la communauté en général et aux parents en particulier pour que ces enfants retournent à la maison. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était la contribution, n'est-ce pas, du département à la sensibilisation et à l'information des personnes, et particulièrement des personnes socialement vulnérables. Ce travail de sensibilisation et d'information s'insérait dans les activités quotidiennes de nos unités techniques opérationnelles, c'est-à-dire les centres sociaux et les services d'action sociale. Et la troisième chose, c'était l'accompagnement psychosocial des malades, des personnes confinées, et leurs familles et leurs proches. Parce qu'il faut bien le dire, vous savez, quand vous avez été malade, c'est pas toujours facile de retourner. Il y a la stigmatisation. Il y a beaucoup de stigmatisation. On dit, tel a eu le Covid, alors que nous sommes tous exposés. Absolument. Donc, il fallait prévoir un cadre d'accompagnement psychosocial, non seulement des personnes confinées, mais également des personnes qui étaient malades. Alors, le quatrième axe, c'était la participation aux côtés du personnel du ministère de la Santé pour la prise en charge de ces malades. Il y a une équipe focale qui a été mise en place. Donc, nos unités de terrain ont rejoint les unités du ministère de la Santé. Les responsables du ministère de la Santé pour que, pendant la prise en charge, qu'on puisse accompagner ce processus-là. Évidemment, parler à travers des petites causeries, remonter quelque peu ces malades. Donc voilà un peu le plan de riposte qui a été mis en place par le ministère des Affaires sociales. Pour nous résumer, il y a donc eu cette amplification et l'internalisation des hautes directives étatiques en matière d'alerte, de vigilance et de prévention à travers la signature des lettres circulaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu la contribution à la sensibilisation et à l'information des personnes, et particulièrement des personnes socialement vulnérables. Il y a le processus d'accompagnement psychosocial des malades, des personnes confinées. Et enfin, la participation aux côtés des responsables du ministère de la Santé. Il y a un autre terrain sur lequel on vous observe, c'est, on va dire, l'encadrement de ces populations déplacées qui sont parties du nord-ouest, qui sont parties du sud-ouest, fuyant un peu la crise sécuritaire de ce côté, dans cette zone du pays. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ces populations-là se retrouvent aussi bien à Yaoundé qu'ailleurs. Le ministère des Affaires sociales, quelle est sa part là-dedans? Alors, il faut reconnaître que les déplacés internes font partie des personnes socialement vulnérables. Ces personnes qui font face à la crise, qui sont obligées de fuir pour aller vers d'autres régions, qui ont tout laissé derrière. Nous, on se retrouve dans les autres régions. Il est question pour nous, il a été question pour nous d'abord d'appuyer les actions d'accueil de ces communautés, de ces personnes dans la communauté. Et vous savez, parfois c'est des grosses familles qui se déplacent avec les enfants. Et quand les enfants arrivent, il y a également ce plaidoyer que nous faisons auprès des établissements scolaires pour qu'on puisse quand même
insérer ces enfants à l'école. Et dans ces établissements-là, il y a les services d'action sociale pour accompagner. Il faut quand même dire que pour ce qui est des personnes déplacées, il y a le plan d'urgence humanitaire sur le plan gouvernemental qui est mené par le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a le leader. Donc, dans lequel vous êtes impliqué quand même. Dans lequel nous sommes impliqués. Donc nous, à notre niveau, nous avons mis en place un plan national de prise en charge psychosociale des déplacés internes. Nous l'avons élaboré. Comment nous accompagnons ces déplacés internes qui sont accueillis dans des espaces aménagés, qui sont accueillis dans les communautés, qui ont besoin d'être assistés sur le plan psychosocial. Notre contribution, c'est de pouvoir, suivant le plan national de prise en charge psychosociale que nous avons mis en place, accompagner ces populations-là et surtout faire le plaidoyer, encore une fois, parce que nous avons cette mission qui revient à tous les coups, faire le plaidoyer, puisque nous ne pouvons pas toujours résoudre les problèmes de santé, résoudre les problèmes scolaires. Donc nous avons ce rôle de faire le plaidoyer auprès de ces administrations pour qu'il y ait prise en charge médicale, pour qu'on puisse placer les enfants à l'école, pour que ces personnes-là se sentent réconfortées malgré cette situation de précarité. Donc pour me résumer, oui, il y a donc ce plan national de prise en charge psychosociale des déplacés internes que nous avons mis en place. Nous sommes impliqués sur le terrain pour accompagner ces déplacés internes qui se retrouvent dans d'autres régions, dans des espaces aménagés, dans les communautés. Nous avons aussi notre rôle de solidarité nationale. Et c'est pour cela que nous voulons, quand nous avons la possibilité avec nos partenaires, d'apporter des dons, des kits sanitaires, une certaine prise en charge alimentaire, tout ce qu'on peut recevoir de nos partenaires. Mais il y a quand même que vous insistez beaucoup sur la prise en charge psychosociale. Ça, c'est, j'allais dire, c'est notre dans l'ADN c'est du notre ministère des Affaires sociales. C'est notre rôle fondamental. Madame le ministre, je vais vous faire part des questions que vous ont posées les internautes. C'est des questions qui ont été rassemblées à travers la toile par Elvis Mbimba. Nous allons y aller avec le premier internaute, Thierry Bitok, qui dit quelles compétences ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées dans votre secteur, dans le secteur des affaires sociales? L'exercice de cette compétence est-elle effective de votre point de vue? Oui, je dirais que... On parle là de décentralisation. Oui, dans le cadre de la décentralisation, il y a des compétences transférées auprès des collectivités territoriales décentralisées. Il faut dire qu'avant la décentralisation, il y avait déjà ce transfert, mais au vu des moyens, on ne transférait pas des fonds, parce qu'il faut dire que c'est d'abord les fonds que nous transférons pour que les personnes socialement vulnérables soient prises en charge. Par les collectivités territoriales décentralisées. Par les collectivités territoriales décentralisées. Nous avions un système de péréquation, c'est-à-dire sur les 360 communes, on prenait les 2/3 par an. Mais nous avons évolué. Aujourd'hui, les fonds sont transférés dans toutes les collectivités territoriales décentralisées. Dans les 360 communes. Dans les 360 communes. Et très souvent, au niveau des communes, il y a des comités qui sont mises en place et qui sont présidées par les préfets pour voir comment gérer les aides et secours au vu des requêtes qui sont présentées par ces personnes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a des problèmes qui devraient pouvoir être résolus par le ministère des Affaires sociales, qui se retrouve du côté de Garigombo, il devrait pouvoir résoudre son problème en région, si j'ose dire, au niveau de la région de l'Est. Non, c'est au niveau de la commune. Il n'a pas besoin de venir à Yaoundé. Non, il n'a pas besoin de venir à Yaoundé. Donc, au niveau de la commune de Garigombo. Oui, il est vrai que les populations se plaignent souvent de la modicité des moyens qui sont mis à disposition, mais oui, c'est une activité qui est réelle. On va dire que c'est déjà ça. Et c'est déjà ça. Donc, il y a la gestion des aides et secours, il y a les appareillages qui sont gérés pour les personnes handicapées, parce qu'on met à disposition les appareillages pour les personnes handicapées. Et puis, il y a quand même des problèmes qui sont résolus au niveau des communes, parce que les fonds ont été transférés au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Abiel Vanel Oumbe dit « Quelle est l'implication de votre ministère dans la prise en charge des veuves et orphelins du Covid-19, de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et de Boko Haram ?»
Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un plan de riposte. Nous avons un rôle d'accompagnement psychosocial, mais il y a également des dons que nos partenaires mettent à notre disposition pour tenir compte de la précarité, de l'état de précarité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas absent? On n'est pas absent. On n'est pas absent du tout. On n'est pas absent. Nous faisons déjà partie du comité qui est présidé par le ministre de l'administration territoriale qui gère, n'est-ce pas? L'ensemble des dons. Oui, tout à fait. Noélie Gloria Angel dit « Quel est votre plan pour les enfants de la rue disséminés dans toutes les villes camerounaises ?» On en parlait un peu tout à l'heure. Vous avez dit que ça ne s'arrêtera pas qu'à Yaoundé. Non, pas du tout. Nous avons eu une opération pilote pour le centre-ville de Yaoundé. Déjà, on va étendre l'opération dans la cité capitale, dans les autres sites. Et plus tard, un peu plus tard, nous irons dans les autres chefs-lieux des régions de toute l'étendue du territoire. Encore une fois, les pouvoirs publics ont mis à disposition les moyens pour que cette problématique soit véritablement prise en compte. Un dernier internaute, Modibo Abdou, dit « Les fonctionnaires du corps des affaires sociales sont régis par le statut de 1975. À quand un statut particulier pour le corps des fonctionnaires des affaires sociales ?» Alors, les dossiers ont été transmis à la haute hiérarchie et de temps en temps, on fait la relance. Nous avons bon espoir que ce problème est pris à cœur au niveau de la haute hiérarchie et je n'ai pas de doute que très prochainement, que les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter. Madame le ministre, avant de poursuivre notre entretien, je vous propose la journée nationale de la jeunesse, la campagne nationale de promotion de la cybersécurité et bien sûr la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Il s'agit en réalité de la semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Thuel. Une nouvelle cuvée de policiers sur le terrain. Mercredi à l'École nationale supérieure de police, 103 nouveaux commissaires, 161 officiers de police ont reçu diplômes et attributs des mains du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, au terme de 23 mois de formation. Ils étaient prêts à servir. Nous sommes prêts à l'emploi, prêts à être au service de tous et de chacun. Être prêt pour servir ma nation. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Certains parmi eux seront appelés peut-être au front de la lutte contre une nouvelle forme de délinquance, la cybercriminalité. Au cœur d'une campagne nationale pour la promotion et la sensibilisation organisée par le ministère des Postes et Télécommunications. Le phénomène prend de l'ampleur. Les arnaques qu'on classe dans ce qu'on appelle le scamming. Il y a également la duplication et la tromperie, la modification des contenus qu'on classe dans le phishing. Par exemple, l'accès à la liste de réussite d'un concours, un poste de nomination dans une administration. Donc là, on utilise les technologies de l'information comme élément adjudant ou facilitateur de la commission de l'infraction. Fort heureusement, des mesures de protection existent. Nous essayons au jour le jour d'appliquer la veille informatique pour pouvoir lutter contre ce fléau. Nous connaissons ces pratiques, l'utilisation des antivirus à jour, par exemple les pare-feux, et surtout la limitation d'accès à notre système d'information. Les jeunes seront parmi les cibles de cette campagne contre la cybercriminalité, mais en attendant, ils se sont joints à la communauté internationale pour célébrer leur journée mondiale. Occasion pour le chef du département ministériel à eux consacré de recenser les actions en leur faveur entreprises par les pouvoirs publics. Nous avons aujourd'hui des parlements jeunesse, le parlement des enfants. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'initiatives de formation d'ambassadeurs de la paix pour faire participer les jeunes au chantier de promotion de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent. Le coronavirus a toujours sa place dans l'actualité et le gouvernement, après la sensibilisation au port du masque, envisage la coercition. C'est la principale résolution issue de la réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pandémie tenue jeudi. Les responsabilités ont été attribuées aux différents membres du gouvernement avec emphase sur les normes de fabrication des masques. Cette activité de production des masques doit être soutenue par une campagne de sensibilisation des acteurs dans la perspective de l'amélioration de la qualité des masques qui seront produits en relation avec la norme. L'efficacité du protocole de soins au Cameroun a été aussi appréciée. Voilà la semaine sociale au Cameroun telle que vue par la rédaction TV de la CRTV.
Retour sur ce plateau avec notre invitée, Madame le ministre des Affaires sociales, pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. Alors, on parle de sort d'une semaine sociale et on parle du ministère des Affaires sociales. On a l'impression que on mélange un peu tout quand on parle de votre ministère. Dès qu'il y a un problème social, on va au ministère des Affaires sociales. Est-ce que c'est vraiment ça? Effectivement, hein, certaines personnes pourraient se demander que fait exactement le ministère des Affaires sociales. Les gens nous posent souvent la question de savoir c'est quoi véritablement le rôle du ministère des Affaires sociales. D'emblée, je dirais que la mission assignée au ministère des Affaires sociales est tout à fait exaltante. Elle est tout à fait exaltante et ceci me donne l'occasion, n'est-ce pas, d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République qui a porté son choix sur ma modeste personne pour conduire la politique du gouvernement en matière de prévention, d'assistance et de protection des personnes socialement vulnérables. Alors, qui est vulnérable? C'est quoi la vulnérabilité? C'est la grande question. Oui. Alors, déjà d'emblée, personnes vulnérables, suivant nos critères, c'est les personnes handicapées, c'est les personnes âgées, c'est les enfants abandonnés, inadaptés sociaux, comme on en a parlé tout à l'heure, les enfants en conflit avec la loi, c'est les populations autochtones. Évidemment, aujourd'hui, avec la situation de crise, on a d'autres formes de vulnérabilité. Donc, les déplacés internes sont les personnes socialement vulnérables. Vous devez donc vulnérables. mettre en œuvre ce qu'on appelle la solidarité nationale. Tout à fait. Comment cela se manifeste? Alors, la solidarité... C'est une vaste expression. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, vraiment, permettez-moi déjà de dire c'est quoi la vulnérabilité. La vulnérabilité, à notre avis, c'est une situation de fragilité, une situation de détresse dans laquelle se trouve un individu, un groupe, une communauté et surtout ces groupes qui se retrouvent dans l'incapacité par eux-mêmes de satisfaire des besoins sociaux tels que se nourrir, se soigner, se protéger contre toute forme de risque. Et cela fait que ces groupes-là sont mis en marge et constituent une charge dont le coût économique et social est difficilement supportable par les familles et les proches. Et c'est là donc où rentre le ministère des Affaires sociales rentre dans la danse, évidemment en liaison avec toutes les administrations concernées et les partenaires au développement pour rechercher des solutions durables. On a raison quand on dit que on ne veut pas laisser certains sur le bord du chemin. Non, personne. C'est votre rôle de ne pas laisser les gens sur le bord du chemin. Partiellement. C'est pour ça que je dis cette mission, nous l'exerçons en liaison avec toutes les administrations qui sont concernées. Donc, rechercher des solutions durables en vue de l'inclusion socio-économique de ces couches vulnérables-là. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que nous avons un rôle important à jouer et étant une mission transversale, vous voyez, le chantier est tellement vaste qu'on ne peut pas penser que nous avons, nous seuls, à jouer ce rôle. Il faut faire appel à toutes les intelligences, à toutes les administrations concernées. Une forte mobilisation des ressources humaines, une forte mobilisation de l'expertise pour faire face à cette vulnérabilité qui est énorme. Peut-être qu'on n'a pas été exhaustif, mais on a donné un bon échantillon que nous considérons comme cible chez nous. Et à propos justement de ces chantiers du ministère des Affaires sociales, on parle beaucoup de personnes handicapées. Il y a le centre des handicapés, de réhabilitation des handicapés de Yaoundé. Il y en a un qui est en construction à Maroua. Où est-ce que vous en êtes exactement? Est-ce que le centre de Maroua est achevé? Alors, ça connaît une avancée énorme ces derniers temps. On est presque à 80% de l'achèvement du centre de réhabilitation des personnes handicapées de Maroua, qui avait commencé depuis un certain nombre d'années, mais ça s'est accéléré ces derniers temps avec notre partenaire italien. Et nous pensons que très bientôt, ce centre qui a une vocation sous-régionale sera bientôt achevé. Et l'avantage du centre, c'est que non seulement c'est pour
tous les Camerounais de la partie septentrionale, mais surtout aussi de la sous-région. Vous savez, on a les personnes victimes de la guerre de Boko Haram qui pourraient être concernées. La RCA, oui, le Nigeria, le Tchad. Tout à fait. Et nous pensons que véritablement, ce centre aura un grand rôle à jouer. Au moins, les personnes de la partie septentrionale n'auront plus à effectuer 1400 km pour venir au centre de Touguébé. Donc ça a un rôle qui est très important, un rôle fondamental. Et aujourd'hui, au centre de Touguébé, il est question de relever le plateau technique. Le chef de l'État vient d'habiliter le ministre de l'économie à signer une convention avec la Banque marocaine du commerce extérieur pour pouvoir révolutionner ce centre. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas 10 ans? Non, je ne crois pas, parce que de toutes les façons, avec ces fonds qui seront mis à disposition, je crois qu'on est suffisamment avancé quand même. Nous croisons les doigts, nous pensons que ça ne sera plus le centre que nous sommes en train de voir. Là, nous croisons véritablement les doigts, parce que ça aussi, ça a beaucoup avancé. Parce que ça a toujours été un peu l'objectif. Comment faire pour relever le plateau technique du centre de Touguébé? Je crois que le moment est arrivé. Et je pense que ça viendrait vraiment élargir l'offre de prestations pour ce qui est des personnes handicapées. Donc oui, ces grands chantiers-là viendraient vraiment offrir tous les services aux personnes handicapées pour leur permettre de vivre leur plein épanouissement. Madame le ministre, juste une dernière question pour sortir. Comment est-ce que l'ingénieur des mines formé à HEC, etc., arrive à se sortir de, j'allais dire, des affaires sociales, pouvoir travailler là-dedans sans véritablement de problème? Déjà une maman avec un cœur, parce qu'aujourd'hui, je pense que je me sens bien aux affaires sociales, parce que il s'agit du concret, ce que nous vivons dans nos familles, dans la communauté. Parfois des problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours nous amènent à trouver des solutions que nous avons déjà eues dans nos familles. Et pour nous, c'est tout simplement formidable de pouvoir donner du sourire aux personnes socialement vulnérables. Oui, je me sens bien au ministère des Affaires sociales. Madame Pauline Irène Nguéné, ministre des Affaires sociales, vous étiez l'invitée d'actualité de ce dimanche et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ibrahim Chérif, de m'avoir donné l'opportunité non seulement de parler du ministère des Affaires sociales, mais surtout de parler des personnes socialement vulnérables. Je vous remercie. C'était un plaisir. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, bonne semaine, à dimanche.